Bonjour tout le monde. Je m'appelle Jean-Philippe Carlot. Je suis coordonnateur du laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal. Je souhaite la bienvenue à cette quatrième conférence midi du labo. Quelques détails techniques avant de commencer. Donc, la conférence de M. Harold Bérubé durera aujourd'hui 30 minutes et va être suivie d'une période de questions. Je vous inviterai à fermer vos micros et vos caméras. On va enregistrer la conférence d'aujourd'hui pour la mettre sur notre page YouTube. Si vous ouvrez votre caméra, prenez pour acquis que la conférence va être ensuite mise sur YouTube. Et ensuite de la conférence, en fait, il va y avoir une période de questions. Moi et Véronica, on va prendre vos questions que vous pouvez adresser dans la section chat du Zoom. Et à la fin, justement, on adressera les questions à M. Harold Bérubé. Je cède maintenant la parole à M. Paul Adrien-Letto, qui va être l'animateur de la conférence d'aujourd'hui. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je suis très heureux de vous présenter Harold Bérubé, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke et qui est aussi associé à notre laboratoire depuis plusieurs années. Alors, Harold Bérubé appartient à la deuxième génération des universitaires spécialisés sur l'histoire de Montréal. Après celle des boomers, évidemment. Et il a produit un grand nombre d'études sur divers aspects de l'histoire de Montréal, sur la commémoration, sur la politique municipale, sur le discours des promoteurs et plus récemment sur l'histoire du Square Mile, le 1000 carrés doré, dont il va nous parler aujourd'hui. Enfin, il va aborder la fin de cette histoire-là. Donc, je lui cède la parole. Excellent, mais merci beaucoup, Paul-André. Écoutez, merci à tous et à toutes d'être donc présents en grand nombre ce midi, spécialement en fin de session et après une longue année pandémique. Merci spécialement donc, au laboratoire de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici. Puis écoutez, des remerciements quand même à Alexandre Patnaudre, étudiant à la maîtrise, qui il y a longtemps a joué un rôle central dans la collecte des données sur lesquelles se base ma conférence d'aujourd'hui. Je vais également remercier avec énergie et enthousiasme Laura Barreto et Kim Petit en temps et lieu là, pour leur travail, pour ce qui est de visualiser ces données. Donc, écoutez, allons-y, puisqu'on va donner entre 30 et 40 minutes et j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais parler aujourd'hui du Golden Square Mile, du 1000 carrés doré. Et je commencerai avec une image qui est assez iconique donc de l'histoire de ce quartier-là, ou plutôt de sa fin, de ce qu'on pourrait qualifier comme sa mort, entre guillemets, vous allez voir. Donc, c'est la démolition de la maison Van Horn en septembre 1973. C'est un événement important. Il est souvent utilisé d'une certaine manière comme une sorte de raccourci, un condensé de l'histoire de la fin du Square Mile. On a cette maison prestigieuse donc qui se trouve sur Sherbrooke. On a donc des acteurs un peu classiques de ce genre de démolition, un promoteur qui veut densifier et évidemment faire de généreux profits sur un terrain qui est maintenant en fait, qui a une position centrale dans l'espace urbain montréalais. On a des élites municipales qui vont hésiter, mais ensuite ouvrir la porte au projet. Un gouvernement provincial qui ne sera pas intéressé à protéger donc cette maison-là. Il va y avoir une mobilisation importante. On va le voir plus tard. Martin Drouin, ils voit un peu le début et d'autres d'ailleurs d'un mouvement de patrimonialisation du bâti montréalais. Mais la maison va tout de même être détruite, marquant justement le déclin, la fin du Golden Square Mile. Donc, évidemment, il faut garder en tête qu'en 1973, lorsque la maison est détruite, il y a déjà un certain temps que le 1000 carrés doré n'est plus un quartier résidentiel d'élite, tel qu'il l'a été durant la majeure partie de son histoire. Et en quelque sorte, le but de ma conférence aujourd'hui, c'est de me pencher justement sur l'histoire de cette mort, entre guillemets, du Golden Square Mile. Vous allez voir qu'essentiellement, ce que je veux mettre de l'avant, c'est beaucoup l'idée que cette idée d'une mort du Square Mile n'est peut-être pas le bon terme, mais c'est la mutation d'un espace urbain dont on va surtout parler. Et ce que je veux surtout faire, c'est d'une certaine manière, ici, la démolition de la maison Van Horn est souvent présentée donc
vraiment dans cette dimension patrimoniale. Et on s'est intéressé avec raison d'ailleurs à l'histoire du déclin du quartier sous cet angle, de la préservation d'un certain garde bâti malgré justement les pressions de l'urbanisation. C'est une manière de voir la fin du Square Mile qui est tout à fait légitime, intéressante. Mais aujourd'hui, je voudrais vous amener ailleurs, réfléchir à la transformation du quadrilatère, plutôt en termes d'histoire urbaine dans un sens plus large et en s'intéressant aux enjeux sociaux et surtout économiques de cette transformation-là. Donc, de comprendre qui sont les acteurs, quels sont les mécanismes de la transformation du quartier et quelle est la signification de cette transformation-là durant les décennies d'après-guerre, au-delà de la dimension patrimoniale. Donc, je vais procéder en deux temps. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est une sorte de réexamen critique de comment on a raconté l'histoire du déclin du Golden Square Mile jusqu'à maintenant, comment je propose un peu de recadrer donc ce déclin du Golden Square Mile. Puis ensuite, dans un deuxième temps, on va s'intéresser de plus près donc, à un quadrilatère spécifique de ce que j'appellerais le bas Square Mile, donc qui se trouve dans la zone qui est au sud de la rue Sherbrooke. Et l'idée sera justement, en mettant de côté ces belles grandes résidences du haut Square Mile, de regarder d'un peu plus près quelles sont un peu les transformations immobilières, foncières, économiques qui expliquent le déclin du Square Mile, puis comprendre un peu qui sont, comme je le disais, un peu les joueurs et les mécanismes qui sont impliqués. Et d'une certaine manière, ce que je veux démontrer, c'est que le Golden Square Mile, à mon avis, de 1000 carrés d'arrêt dans sa forme de quartier résidentiel élitaire, et dans le fond, il a été détruit ou il a été victime en quelque sorte des forces qui l'ont vu naître à l'origine au milieu du 19e siècle. Alors, allons-y. Écoutez, donc le 1000 carrés d'arrêt, le Golden Square Mile, peu importe comment on veut l'appeler, donc c'est un quartier imaginé à bien des égards, un espace inventé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a jamais eu d'arrondissement, de district de la ville de Montréal qui s'appelait Square Mile ou Golden Square Mile. C'est une subdivision jusqu'à un certain point là, du Faubourg Saint-Antoine. C'est un espace donc assez restreint dans l'espace urbain montréalais. En général, on s'entend sur les frontières que vous voyez à l'écran là, à gauche, l'avenue des Pins au nord, Guy, chemin Côte-des-Neiges à l'ouest, University, maintenant Robert Bourassa à l'est, et au sud, Dorchester, maintenant René Lévesque, qui correspond grosso modo à l'espace qu'on associe au Golden Square Mile. Le quartier va prendre forme donc, au milieu du 19e siècle, même si déjà au début du 19e siècle, on y retrouve un certain nombre de retraites plus ou moins prestigieuses des membres de l'élite anglo-montréalaise. Lorsque son développement décolle vraiment au milieu du 19e siècle, on parle plutôt de New Town, de Uptown, lorsqu'on parle de ce secteur-là, l'appellation Square Mile intervenant plus tardivement au tournant du 20e siècle, et l'ajout du qualificatif Golden, cette idée d'un 1000 carrés doré, c'est quelque chose qui arrive encore plus tardivement, en fait au début de la période du déclin du Square Mile, donc dans l'immédiate après-guerre, et utilisé déjà pour entretenir une certaine légende dorée du quartier et à des fins donc, de promotion immobilière. Donc, cette mort du Square Mile, ce déclin du Golden Square Mile, il a déjà été raconté un certain nombre de fois. Je me suis d'abord un peu penché sur les premiers qui ont historicisé cet espace, justement dans le sillage de la destruction de la maison Van Horn. Il faut dire donc que justement à la fin des années 70, début des années 80, le mouvement de patrimonialisation, de sauvegarde du patrimoine qui s'est mis en branle avec la destruction de la maison Van Horn prend de la vigueur et se fait entendre de plus en plus bruyamment dans l'espace public. Et à ce moment-là, donc, on voit différents documents qui témoignent de cette volonté de préserver le patrimoine et la mémoire du Square Mile. Ici, à droite, vous voyez deux de ce sont des coffee table books, comme on dit en latin, donc de grands ouvrages bien illustrés, notamment avec des photos de la collection Notman, qui permettent de voir ces maisons, leur extérieur, leur intérieur, de voir celles qui demeurent, celles qui sont disparues. Donc, on sent dans ces deux ouvrages-là qu'il y a cette volonté donc, de préserver la mémoire et le patrimoine donc, lié au Golden Square Mile. Je ne veux surtout pas caricaturer les propos de Rémillard, Meret et McKay. Ils offrent quand même une analyse relativement nuancée de ce qui explique ce déclin, le changement un peu dans les goûts de la bourgeoisie, qui ne veut plus de ces grandes maisons difficiles à entretenir, les pressions liées à l'urbanisation
croissante du centre-ville de Montréal, l'apparition donc de nouvelles banlieues en périphérie. Donc, on rend quand même assez justice aux facteurs donc, qui expliquent que le Golden Square Mile ou que le Mille carré doré a subi ces destructions, ces démolitions donc à partir de l'après-guerre. Quand même, ici et là, puis là je ne rentrerai pas dans les détails, là, analyser les sources et les adjectifs utilisés, un peu chez Rémillard et Meret, encore plus chez McKay, on joue quand même sur le côté tragique de la chose, sur cette idée donc une sorte de mélancolie de la fin d'une ère dépassée, etc. On regrette jusqu'à un certain point la disparition, évidemment, de ces maisons, de ce quartier, de ce qu'il incarnait, et on décrit souvent dans des termes un peu sinistres ou péjoratifs, en tout cas, l'urbanisation du secteur, l'éruption de différentes manifestations donc de la ville, les premières gares, le chemin de fer, les démolitions, déplacements du centre-ville, etc. C'est quelque chose qui est également perceptible dans l'ouvrage donc, de Margaret Wesley, que vous voyez à gauche, qui est paru un peu après les deux autres. Ici, c'est vraiment beaucoup plus la mémoire des habitants du Square Mile qui est mise en valeur. Madame Wesley ayant interviewé donc un certain nombre d'habitants du quartier et qui raconte donc sur le mode narratif un peu le mode de vie bien particulier donc qu'on retrouvait dans le Square Mile durant la première moitié du 20e siècle. Et ici aussi, la fin de ce mode de vie-là est vue quand même comme quelque chose de triste, de tragique, sur une certaine mélancolie. Alors que Rémillard, Meret et McKay parlent du début du déclin dans les années 30, puis un déclin qui s'accélère après la Seconde Guerre mondiale. Pour Margaret Wesley, la Première Guerre mondiale en soi marque une rupture, un peu le début de la fin, donc pour cette élite anglo-montréalaise donc, qui habite le Square Mile. Donc, il y a ce souci bien marqué, bien présent, donc de préserver la mémoire et le patrimoine du Square Mile. Je vous propose donc de regarder cette période et ce déclin sous un autre angle, de le regarder donc dans un angle peut-être un peu plus large, plus ancré dans l'histoire urbaine, et d'abord réfléchir au déclin et à la transformation du Square Mile sous l'angle de l'histoire suburbaine, de l'histoire des banlieues, de la suburbanisation de Montréal. Donc, dans le fond, le Square Mile et les premières banlieues bourgeoises de Montréal, Outremont, Westmount, Ville de Mont-Royal, Pointe-Claire, par exemple, sont nés un peu de la même volonté, une volonté des élites de quitter un centre-ville de plus en plus dense, de plus en plus mixte, et de trouver en périphérie de la ville un milieu socio-économiquement plus homogène, plus près de la nature, et justement où cette élite-là peut vivre justement parmi ses membres. Donc, il y a cette même volonté, d'une certaine manière, et donc les banlieues de cette première couronne suburbaine montréalaise, première ou deuxième, dépendamment de comment vous les définir, subissent assez rapidement, évidemment, les pressions de l'urbanisation, un peu moins Ville de Mont-Royal, qui arrive plus tardivement et qui est protégée jusqu'à un certain point par la montagne. Mais donc, on retrouve un peu les mêmes défis, le défi de survivre et de préserver ce qui en fait des banlieues, donc face à l'urbanisation croissante, à l'expansion du tissu urbain montréalais et spécialement donc, le déplacement de son centre-ville. Puis on peut se poser jusqu'à un certain point la question, et c'est un peu la question qui, moi, m'a habité quand je me suis tourné vers le Square Mile, pourquoi est-ce que ces banlieues-là, et en particulier Westmount, qui est la plus proche peut-être du centre-ville, pourquoi est-ce que ces banlieues-là ont su préserver jusqu'à un certain point leur caractère résidentiel, alors que le Square Mile, lui, va avoir beaucoup plus de difficultés à le faire. Et ça m'amène à la notion de persistance, à la capacité justement de ces espaces de maintenir leurs caractéristiques. Et ici, je m'appuie sur la définition qu'en a donnée en 1997 l'historienne américaine Mary Corbin Seiss. Pour elle, il y a 4 facteurs qui jouent dans la persistance de ces environnements suburbains. Le choix du site initial, la planification donc, de l'espace et du développement, la création d'une sorte d'infrastructure défensive réglementaire de cet espace-là, et finalement un consensus au sein de la communauté pour maintenir en quelque sorte donc, cet espace-là. Donc, dans le cas du Square Mile, ce qu'on peut dire, c'est que d'une certaine manière, ce qui va manquer ou là où la persistance va faire défaut, c'est l'absence de cet appareil défensif et jusqu'à un certain point, comme je vais essayer de le suggérer, une absence de consensus quant à la volonté donc, de voir cet espace-là donc, survivre, persister dans le temps. Donc, en termes de contre-exemple,
au Golden Square Mile. Donc, je prendrais Westmount. Comme je vous dis, la ville apparaît plus tardivement, évidemment, sur la carte, mais dans le prolongement jusqu'à un certain point du Square Mile. Et Westmount va quand même subir les pressions de cette proximité donc à la ville de Montréal à mesure donc, que les années s'écoulent. Et là, on peut vraiment voir comment ce système défensif là, dont parle Corbin Size se met en place. Il y a toute une série de règlements que je pourrais évoquer. Je vais me contenter de la question du zonage. Donc, Westmount est en mesure, comme elle est une municipalité indépendante, donc d'adopter très tôt dans son histoire une série de mesures qui permettent de zoner, qui permettent de contrôler son développement jusqu'à un certain point. Ici, ce que vous voyez donc à droite, c'est la carte qui découle du zonage mis en place en 1909. Et les deux photos aériennes que je vous propose, c'est pour vous montrer un peu ce que ça donne. Un bas Westmount qui, oui, est certainement plus dense, s'est urbanisé beaucoup plus, mais où on a su préserver un caractère d'abord résidentiel avec des espaces commerciaux limités et évidemment le haut Westmount qui, lui, a gardé un caractère beaucoup plus champêtre, si on peut dire, avec des mesures donc, de zonage beaucoup plus sévères. Donc, évidemment, il est clair que du côté du Golden Square Mile, on ne retrouvera pas ce genre de mesures. Ici, je reviens aux images dramatiques de la destruction de la maison Van Horn. Lorsque le quartier est créé initialement, donc au milieu du 19e siècle, on est dans une période où, vous allez le voir, les premiers promoteurs du secteur ont l'oreille du conseil municipal, de l'ingénieur en chef Hostel. Ils ont une emprise quand même assez grande sur le gouvernement municipal, surtout à une époque où l'électorat est assez limité. Donc, ils n'ont pas leur municipalité indépendante pour le Square Mile, mais ils ont une grande influence sur le pouvoir politique et c'est une influence qui va s'amenuiser beaucoup donc, à partir du tournant du 20e siècle avec la démocratisation croissante de la vie municipale montréalaise. Et il devient difficile comme ça d'adopter le même genre de défense, si vous voulez, pour le secteur. Il y a quelques exemples où on va tenter un peu à la 11e heure de maintenir, de préserver le caractère du secteur. Notamment en 1931, on adopte un règlement municipal donc, pour freiner la densification donc, de la rue Sherbrooke qui est au cœur du Square Mile, mais c'est trop peu trop tard. En quelque sorte, ces mesures ne parviennent pas vraiment à freiner la transformation du secteur et évidemment les démolitions qui vont suivre rapidement après la fin donc, de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il faut quand même ajouter que, donc, un autre facteur important, donc évidemment, les maisons du Square Mile vieillissent durant cette période-là et surtout les terrains sur lesquels elles sont situées, elles gagnent en valeur à mesure que le centre-ville de Montréal se développe dans le secteur. Vous allez le voir, ce sont des facteurs qui vont jouer quand même un rôle important dans ce qui vient. À ce stade-ci, donc, ce que je veux bien souligner, c'est que ce que je viens de vous décrire touche beaucoup le haut, la partie haute, si vous voulez, du Square Mile. Je vais maintenant me tourner vers la partie basse, moins spectaculaire peut-être que des maisons comme la maison Van Horn, mais qui permettent, je pense, de suivre pratiquement plus finement les transformations qui m'intéressent puis qui facilitent la mise de côté de la dimension patrimoniale pour l'instant, pour voir en quoi on a affaire à une mutation de l'espace urbain assez claire. Ah oui, j'ai oublié de le mentionner. Quand même, donc, je reviens sur cette question de la patrimonialisation, tout simplement dire qu'après la démolition de la maison Van Horn, il va y avoir d'autres démolitions, mais jamais sans susciter une certaine réaction de l'opinion publique, ce qui était beaucoup moins vrai donc, durant une bonne partie de la période qui m'intéresse aujourd'hui, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début des années 70. OK. Donc, le bas Westmount, le bas Square Mile. Donc, c'est intéressant de comprendre pourquoi il y a cette distinction entre la partie haute et la partie basse du 1000 carrés. Vous allez voir que ça joue un rôle assez important dans mon analyse. Lorsqu'on revient aux origines donc, du Golden Square Mile, ce qu'on observe, c'est que évidemment, donc, il y a ces grands bourgeois anglo-protestants qui recherchent à sortir de la ville centrale, mais ce sont des gens qui, en bonne partie, demeurent des hommes d'affaires. Ils sont là à la fois pour se déplacer vers la périphérie de la ville, mais ils vont concilier ce déplacement vers la périphérie, du moins pour les premiers habitants du Square Mile, avec une entreprise de développement immobilier qui va être extrêmement rentable, qui va leur permettre de s'enrichir considérablement. Donc, de quoi ça a l'air? Dans le fond, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter donc des lots assez étendus dans le secteur qui va devenir le 1000 carrés doré. Et ces pionniers, je pense par exemple à Thomas Phillips puis à John Redpath, mais aussi à des acteurs institutionnels comme l'Université McGill. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont souvent se construire donc, des manoirs assez opulents avec de vastes domaines
sur les parties de leur propriété qui sont au nord de la rue Sherbrooke, mais on va subdiviser, lotir, vendre donc les parties qui se trouvent au sud de Sherbrooke à des gens quand même assez aisés. Ce sont des gens quand même des futurs cols blancs professionnels et autres, ou de la petite bourgeoisie, donc qui vont déménager dans ce secteur-là. Mais ce ne sont pas nécessairement, évidemment, les mêmes fortunes que l'on retrouve au nord de la rue Sherbrooke. Mais ce qu'il faut retenir donc de tout ça, c'est évidemment que ça crée deux espaces très différents. Un espace au sud de Sherbrooke qui est beaucoup plus dense, composé donc de maisons en rangée, par opposition à la partie haute du quartier, constituée de ces grands manoirs dont fait partie la maison Van Horn. Donc, distinction de l'espace entre le haut et le bas Square Mile, mais surtout, comme je vous le dis, retenir dans le fond que dès le départ, le développement du Golden Square Mile, c'est un déplacement des élites vers la périphérie, mais c'est aussi une opération immobilière extrêmement payante. On a donc des membres des élites anglo-montréalaises qui profitent de la conjoncture pour faire fortune donc en vendant ces terrains. On fait un saut dans le temps, donc du développement initial du Golden Square Mile jusqu'aux années 50-60. Ici aussi, il y a un effort de contextualisation qui est nécessaire pour comprendre, expliquer la transformation du secteur au-delà justement du récit patrimonial, au-delà du récit du déclin des élites anglo-montréalaises. Et ici, je ne veux pas trop rentrer dans les détails là, parce que le temps file, mais je vous rappelle évidemment que dans les années 50, 60, 70, Montréal vit des transformations majeures qui sont loin de se limiter seulement aux 1000 carrés dorés ou non. Donc, on parle évidemment d'une accélération notable de la suburbanisation dans la grande région montréalaise. On parle de toutes sortes de démolitions liées justement à des projets de rénovation urbaine, liés à l'expansion du centre-ville, au développement des infrastructures autoroutières, etc. On parle également du triomphe de l'architecture moderniste, du début de la multiplication des gratte-ciels dans l'espace montréalais, avec évidemment la place Ville-Marie, qui est un symbole éclatant de cette nouvelle modernité urbaine donc, que l'on voit à Montréal. Donc, quand on pense à la transformation du Golden Square Mile, il faut garder en tête tous ces éléments-là et qui expliquent en partie donc, ce qui se passe dans le Square Mile. Évidemment, il faut distinguer, si vous voulez, les scénarios, distinguer un peu ce qui se passe d'un espace à l'autre. Donc, on a un espace urbain qui est en transformation tout azimut, en quelque sorte, et d'une certaine manière, ce qui va se passer dans le bas Square Mile se passe un peu dans le même contexte que ce qui se passe dans le cas de ce qu'on pourrait appeler les quartiers disparus de Montréal, mais selon des modalités tout autres. C'est-à-dire qu'ici, alors que dans les quartiers disparus, on a des locataires, on a des petits propriétaires souvent déplacés par des grands projets d'infrastructure qui sont tassés souvent sans ménagement par les élites politiques, alors qu'ici, et c'est ce que je veux démontrer, on a affaire à des acteurs économiques qui disposent d'une plus grande marge de manœuvre, des acteurs économiques qui ne seront pas les victimes du redéveloppement urbain ou de la rénovation urbaine, mais qui vont être pour la plupart des participants enthousiastes jusqu'à un certain point de ces transformations-là, et certainement des acteurs qui vont profiter de cette transformation de l'espace urbain, ce qui est évidemment beaucoup moins le cas donc dans le cas des quartiers donc, que vous voyez ici. Alors, écoutez, je ne pouvais pas et je ne voulais pas étudier l'ensemble du bas Square Mile. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de prendre un quadrilatère en particulier et de l'utiliser un peu comme échantillon, si vous voulez, pour comprendre plus finement qu'est-ce qui se passe durant la période donc, qui va de 45 à plus ou moins 80-82. Donc, j'ai choisi le quadrilatère que vous voyez ici, donc bordé par Sherbrooke, Burnside, McGill College et Victoria. C'est un quadrilatère qui se trouve juste au sud donc du campus de McGill. D'ailleurs, si je reviens un peu en arrière, vous pouvez voir justement là, la subdivision qui est à droite. Donc, vous voyez comment le quadrilatère est en continuité avec les terrains de l'Université McGill. D'ailleurs, McGill va choisir de lotir ces territoires-là au milieu du 19e siècle parce que l'université connaît des difficultés financières importantes et cette opération-là lui permet de renflouer ses coffres jusqu'à un certain point. Donc, vous voyez ici donc le secteur que j'ai choisi. Écoutez, donc, qu'est-ce que j'ai choisi de faire sur le plan méthodologique? Donc, j'ai choisi en fait de documenter finement donc, toutes les transactions relatives à ces lots-là. Donc, tous les lots qui se trouvent sur le quadrilatère ont été identifiés. Une fiche a été préparée à leur sujet. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais donc, à partir de différentes sources,
notamment beaucoup de documents qui viennent du Registre foncier du Québec. L'objectif a été de documenter vraiment toutes les transactions qui touchent ces lots, donc durant la période qui m'intéresse, qui sont les acheteurs, les prix, qu'est-ce qui se passe avec les fonctions, si vous voulez, donc de ces lots et des édifices qui se trouvent dessus. Et c'est ici là, que j'entre dans la partie un peu plus méthodologique, si vous voulez, du projet. C'est que donc les informations ici rassemblées donc, ont été mises dans la base de données que vous voyez à droite, qui était bien sympathique, très pratique pour comprendre ce qui se passait. Et en égrenant comme ça les transactions pour chacun des lots, on se retrouvait où je me retrouvais comme chercheur, donc avec vraiment une masse d'informations extrêmement importante, mais qui était difficile donc de bien, assimiler, visualiser, opérationnaliser, si vous voulez. Donc, ça me permettait assez facilement d'avoir une idée de ce qui se passait de manière très générale sur le quadrilatère. Vous le voyez ici d'ailleurs, donc à 3 dates clés. En 1947, alors qu'il a subi peu de transformations par rapport à ce qu'il était au début du 20e siècle, des maisons en rangée essentiellement. Vous voyez en 1973, alors donc une première série de démolitions ont pratiquement clairé le 3/4 du quadrilatère a été transformé donc en stationnement. On va voir comment tout à l'heure. Et finalement, le quadrilatère en 2012, où évidemment ces maisons en rangée ont été remplacées par 2 gratte-ciels, donc de taille relativement modeste. Donc, j'avais ces informations-là, j'avais de la difficulté à bien les visualiser, à trouver une manière donc, de bien présenter dans le temps comment tout ça changeait. Et c'est là que le Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal, et en particulier Laura Barreto et Kim Petit, sont venus à ma rescousse. Donc, écoutez, il s'est agi de trouver une manière donc, de géoréférencer tout ça, de visualiser les données pour en tirer donc, de l'information. Donc, en fait, si Laura et Kim veulent en parler durant la période de questions, elles le pourront. Ici, je résume un peu. Mais donc, il y avait toutes sortes de petites difficultés à régler, des difficultés techniques donc, dans les informations, des informations qu'il fallait combler, notamment sur les fonctions des édifices, sur l'identité des propriétaires. Comme vous le voyez ici, aussi des fois des données géographiques là, qui ne fonctionnaient pas très bien, où on se retrouvait avec d'étranges petits morceaux de lot à mesure qu'on redécoupait l'espace, donc à ce niveau-là. Mais en gros, ce que Laura et Kim ont réussi à faire, c'est mettre sur pied une application que je vais maintenant courageusement essayer d'ouvrir. Et attendez, je vais arrêter le partage d'écran. On va changer donc de fenêtre et je vais vous montrer live un peu donc, ce que ça donne. Donc, normalement, vous devriez présentement voir assez bien donc la fenêtre donc, de mon navigateur Safari. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont justement tracé donc, des polygones pour chacun des lots. Comme vous pouvez le voir, si je vais sur un des lots, on retrouve donc l'information à ce moment-là, quel est le numéro du lot, quelle est l'adresse, qui est le propriétaire. Et à mesure qu'on va avancer dans le temps, s'ajoutent donc des informations sur les transactions qui ont lieu. À mesure qu'on avance dans le temps, on sait de qui à qui le lot est échangé, selon quelles conditions, est-ce qu'il y a des particularités donc, dans le cadre de ces échanges-là. Donc, la visualisation comme ça des données m'a vraiment facilité la vie pour à la fois illustrer, présenter mes résultats de recherche, mais moi-même voir un certain nombre de choses qui auraient pu m'échapper si je m'étais contenté là, de m'inonder, de m'abreuver d'informations sur les transactions individuelles sans avoir ce portrait d'ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir lorsqu'on regarde donc, la transformation du secteur durant la période qui m'intéresse? En s'appuyant sur cette application, un certain nombre de choses, 2 grands mouvements d'une certaine manière. Le premier mouvement est tout simplement la transformation de la structure des lots qui se trouvent sur le quadrilatère. Et donc ici, on a un lotissement justement là, donc, en fonction des propriétés qui ont été achetées à l'époque. C'est le lotissement qui a été fait à l'origine. Et si on en arrive vraiment à la toute fin de la période, il reste 2 super lots entre guillemets, qui sont maintenant occupés donc, par le 1981 McGill et Place Mercantile. Donc, c'est le premier grand mouvement, mais le deuxième mouvement, celui qui m'intéressait évidemment le plus, c'était de comprendre comment, au niveau des transactions, au niveau de qui est propriétaire, selon quelles conditions est-ce que les lots s'échangent, on est capable de voir un peu comment la transformation du secteur s'opère et d'éclairer jusqu'à un certain point, donc la transformation du 1000 carrés doré au-delà justement de la question patrimoniale. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Écoutez, donc de 1937 ici jusqu'à, on va aller disons à 59. OK. On voit assez peu de transformations
au niveau du secteur. Essentiellement, le secteur reste majoritairement entre les mains de propriétaires individuels. Il y a une exception importante ici, Strathcona Hall, dont je vais reparler tout à l'heure, un bâtiment institutionnel. Mais en gros, on a des propriétaires individuels. Évidemment, avant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs de ces maisons, donc un propriétaire occupant, mais après la guerre, la plupart ont été transformées en immeubles à appartements, voire pour chambrer des étudiants de McGill. Mais on sent, puis on peut le confirmer dans plusieurs cas, que ce sont les mêmes propriétaires. Ils ont déménagé souvent à Westmount, à Outremont. Ils ont conservé leur propriété au centre-ville et en ont fait donc des immeubles locatifs. Donc, les choses ne changent pas radicalement à ce moment-là. Il faut vraiment donc arriver en 1965 pour voir une transformation importante. Bang! Là, vous le voyez, qu'est-ce qui arrive? Donc, de manière très rapide, et vous voyez les lots qui sont en rouge sont des lots qui ont fait l'objet d'une transaction cette année-là. Donc, ils ont changé de main en 1965. Et ici, encore une fois, vous voyez donc l'information donc colligée. Et vous voyez ici Mace Development Limited. C'est l'acteur corporatif, le grand acteur corporatif qui est actif à ce moment-là. On va le voir un peu plus tard si j'ai du temps. C'est un instrument, un outil de Eaton, et donc qui se prépare à mettre sur pied un grand projet donc, de redéveloppement du secteur. Donc voilà pour ce qui est de 65. Et pour ce qui est de ce que nous permet de visualiser donc l'application, si on avance maintenant de 5 petites années, on voit que les choses ont changé relativement dramatiquement. Ouverture de l'avenue du président Kennedy et on le voit, plusieurs des propriétés ont changé de main, notamment si on regarde donc plus finement, on va voir ici donc Eaton est toujours propriétaire d'un certain nombre de lots, mais plusieurs d'entre eux ont également été saisis par la Ville de Montréal, c'est-à-dire que la Mace, en fait la compagnie qui était là initialement a fait faillite. Je vais en discuter dans un instant, mais donc on a un effondrement un peu des plans, des projets corporatifs donc, qui promettaient de transformer ce secteur-là. C'est à ce moment-là on a démoli ce qui est sur les lots, on ne peut rien reconstruire pour le moment, donc on va en faire, comme le veut la tradition, donc des stationnements. Et si on avance encore un peu dans le temps, donc 79, on voit que de nouveaux acteurs corporatifs sont arrivés avec de nouveaux projets donc, de redéveloppement de ce secteur-là. Déjà, la partie sud du quadrilatère a été consolidée en un seul lot. Et donc, attendez, je vais essayer de... non, attendez, c'est pas très long. Voilà. Donc, on est ici à la veille de la transformation finale, si vous voulez, un peu de ce secteur-là. J'attire votre attention sur la persistance de 2 lots entre des mains individuelles, je vais y revenir, et évidemment Strathcona Hall, qui est toujours propriété donc, de l'Université McGill à ce moment-là. Donc, ça nous amène à la fin de la période consolidation des lots. Donc, pour moi, c'était vraiment un instrument très important, très pratique, donc pour visualiser un peu ce qui se passait, pour expliquer, comprendre donc différentes stratégies qui avaient été mises de l'avant. Attendez, j'essaie de revenir. OK, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de voir? Ce que ça nous permet de voir, notamment quand on regarde les transactions de plus près, et je vois que je suis sur mes dernières minutes, c'est notamment que les transactions initiales qui mènent à l'arrivée de ces premiers acteurs corporatifs liés à Eaton, il y a vraiment des échanges qui sont très, très payants donc pour les propriétaires. Encore là, sans entrer dans les détails, la plupart des propriétaires qui vendent à ce moment-là à Mace Development et aux autres acteurs utilisés par Eaton, elles font des profits faramineux sur des propriétés qui ont souvent été achetées à prix beaucoup plus bas, parfois seulement quelques années auparavant. Donc, il y a une opération immobilière qui est très, très rentable pour les propriétaires donc, de ces lots-là qui vont vendre. Il y a de très grandes ambitions. Vous voyez ici donc des articles de la presse, justement, 1965, qui parlent des grandes ambitions donc, de Eaton pour le secteur et qui compte vraiment le transformer en profondeur, en continuité avec des constructions comme celle de la place Ville-Marie. Évidemment, tout ça va s'effondrer, notamment à cause de problèmes que Eaton va connaître dans ses efforts de redéveloppement à Toronto et dont mon collègue de l'UQAM, Daniel Ross, pourra vous entretenir beaucoup plus en détail que moi. Mais donc, on peut voir comme ça comment la transformation de l'espace est une opération donc, qui est très rentable pour les propriétaires qui sont là. Ils ne sont pas des victimes
de rénovation urbaine. Ils sont plutôt des joueurs qui profitent largement de la transformation donc, de cet espace-là. Ce qui m'amène peut-être à parler rapidement de deux derniers aspects de la transformation donc, du secteur qui me semblent intéressants et révélateurs donc, de ce que j'essaie de démontrer. Et je me permets quand même de revenir à la question patrimoniale, puisqu'elle est quand même importante pour comprendre le sort du secteur. Donc, un des enjeux de la transformation un peu finale de ce quadrilatère-là va être le sort à réserver à Strathcona Hall. À la toute fin de la période qui m'intéresse, quand on se prépare à construire Place Mercantile notamment, il reste deux propriétaires donc, qui n'ont pas encore cédé aux promoteurs. Le premier propriétaire, c'est l'Université McGill, qui est propriétaire de Strathcona Hall. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand même la démolition de Van Horn a transformé les mentalités. McGill n'est pas prête à laisser partir Strathcona Hall sans avoir des garanties du promoteur que la valeur patrimoniale de l'édifice va être préservée. Et donc, qui est cette préoccupation-là est intéressant en soi. Et ce qui suit nous montre à quel point, au début des années 80, il reste encore beaucoup de travail à faire et il en reste encore beaucoup aujourd'hui, vous le reconnaîtrez, pour ce qui est de préserver le patrimoine montréalais. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Le promoteur signe un contrat où il y a un certain nombre de dispositions qui protègent, en théorie, Strathcona Hall. Le promoteur va feindre, ou en fait va dire qu'il a trouvé des problèmes structurels majeurs qui le forcent à faire des travaux plus importants que prévu. Et essentiellement, ce qu'il va faire, c'est démolir tout l'intérieur de Strathcona Hall. Donc, on est face à un cas patent de façadisme. On va préserver la surface extérieure de l'édifice, mais pas mal tout démolir à l'intérieur et intégrer cet espace-là donc, à l'édifice. Donc, voilà, donc Strathcona Hall, façadisme, préoccupation pour le patrimoine, certes plus importante, mais encore relativement superficielle. L'autre élément sur lequel je veux revenir peut paraître anecdotique, mais pour moi, en fait, il m'a bien fait sourire quand j'ai trouvé ça dans les archives, et en même temps, c'est une illustration presque caricaturale, comme je le disais, de comment, en quelque sorte, les propriétaires de ce secteur-là du Square Mile ne sont pas des victimes des transformations donc, qui sont vécues dans le secteur, mais au contraire, des gens qui en profitent largement. Donc, vous vous souviendrez qu'il restait cet unique lot résidentiel, donc un peu plus bas, c'est le lot 1316. Et le lot 1316 m'a beaucoup amusé parce que donc, le lot est acquis en 1949 par un notaire du nom de Hyman Metterlin. Donc, il l'achète à ce moment-là au prix de 16 000 $. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Metterlin demeure propriétaire du lot. Elle refuse de le vendre durant toute cette phase où la Mace et Eaton essaient de consolider les lots. Il retient son lot vraiment jusqu'à la fin. Et ultimement, donc, quand les promoteurs de Place Mercantile essaient de consolider le lot, il ne reste que Metterlin. Et vous comprendrez donc à ce moment-là qu'il a un rapport de force incroyable face au promoteur, puisque son lot, dans le fond, est la seule chose qui sépare donc, le promoteur de son objectif de consolider le secteur et d'y construire son édifice. Donc, qu'est-ce que va faire Metterlin? C'est vraiment fascinant. Il ne va pas vendre son lot, il va le louer au promoteur, donc, à ce moment-là, donc en 1980. Il le loue donc pour un bail de 50 ans, donc jusqu'en 2030, et il le loue initialement pour une somme de 10 000 $ par année, qui monte d'année en année et qui va atteindre 54 000 $ en 2030. En 2030, le promoteur va avoir l'opportunité de racheter le lot s'il le désire à la succession de M. Metterlin, qui, j'imagine, est décédé depuis. Donc, on a vraiment un acteur qui tire profit de manière absolument magistrale, dans le fond, du développement du secteur. Ce qui m'amène à la conclusion. Donc, écoutez, il y a différentes manières d'interpréter, de lire ce déclin, cette transformation du Square Mile. On peut y voir la mort d'un quartier résidentiel, donc d'une élite anglo-protestante qui a vécu une sorte d'âge d'or, qui est maintenant révolu. C'est un peu ce qu'on nous promet. Vous pouvez le voir là à droite sur ce site web où on parle d'une période magique donc dans l'histoire de Montréal. On peut évidemment aussi voir le récit donc d'un désintérêt pour le patrimoine montréalais qui va se transformer en préoccupation, en inquiétude, en mobilisation avec la démolition de la maison Van Horn et aujourd'hui dans les efforts qui sont faits encore aujourd'hui pour préserver ce qui peut l'être du Golden Square Mile. Mais donc pour moi, de mon point de vue, il faut aussi voir un autre des secteurs qui est transformé donc dans le cadre de l'expansion de la transformation de Montréal dans les années 50, 60, 70. Et la particularité ici, comme je vous le disais, et ce qui m'a intéressé, c'est comment on a une transformation qui se fait en bonne partie avec la complicité des propriétaires qui sont sur les lieux, qui en tirent
qui en tirent profit et qui sont un peu des gagnants de cette transformation. Et ça m'amène à cette belle citation de Marshall Berman qui parle en quelque sorte des monuments bourgeois qui se caractérisent justement par leur relative fragilité. Autant ils sont en quelque sorte construits par les forces du capitalisme, autant ces constructions-là peuvent être balayées facilement par le même développement de ce capitalisme qui fait que les constructions monumentales d'hier deviennent des obstacles au progrès de demain et pour ceux qui y participent, une fabuleuse opportunité d'affaires. Merci. Merci beaucoup, et Harold. Et peut-être avant qu'on passe aux questions, j'avais oublié tout à l'heure de rappeler que notre laboratoire bénéficie d'un financement aux équipes en partenariat qui est fourni par le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture. Alors, c'est Véronica qui s'occupe des questions. Oui, donc les gens étaient fort attentifs et peu loquaces dans le chavardage. Pour le moment, il n'y a pas eu de questions, donc j'invite les gens à rédiger. Sinon, ils peuvent aussi spontanément ouvrir leur micro et poser une question. Et je ne sais pas si, Harold, il y aurait un aspect que tu aimerais bonifier un peu sur ta présentation. Sinon, là, dans les participants, je sais que Kim Petit est là. Je ne sais pas si Laura est là. Elle aurait peut-être pu nous partager un peu leur expérience là, plus sur le volet cartographique. Est-ce que ce volet cartographique, est-ce il va être accessible en ligne? Est-ce que oui, donc pouvoir jouer avec comme tu l'as fait en démonstration tout à l'heure? Oui, effectivement. Donc, il est maintenant officieusement disponible en ligne. Il reste des petites choses à finaliser un peu dans ce qu'on pourrait appeler sa présentation, les métadonnées qui vont venir assez rapidement. Mais oui, en théorie, l'application est disponible actuellement. Je pourrais toujours, je pourrais vous transmettre l'adresse où on peut y accéder actuellement. Et effectivement, il est possible de jouer avec et de jeter un coup d'œil aux différentes transactions donc, qui sont liées à chacun des lots. C'est ça, je dois dire, si je peux revenir sur un aspect en attendant d'éventuelles questions, c'est vraiment ça, comment, pour moi, qui est un peu conservateur sur le plan méthodologique parfois, comment pour moi ça a été vraiment une révélation. J'avais vu évidemment comment les systèmes d'information géographique permettaient de visualiser certaines données, mais j'avais un peu l'impression parfois lorsque je voyais des différents projets que c'était surtout un outil qui était utile pour la diffusion, si vous voulez, la mise en valeur des résultats de recherche. Et j'ai été frappé à quel point, même pour l'analyse, pour l'interprétation, spécialement dans ce cas-ci, donc c'est quelque chose là, qui pouvait avoir une valeur très, très grande. Comme je vous le disais, là, je me souviens un peu de mon découragement relatif lorsqu'on a terminé, moi et Alexandre Patnaud, de monter cette énorme base de données. J'allais comme ça à travers les transactions, j'essayais de visualiser où étaient les lots, j'avais des cartes, j'avais commencé même à faire du bricolage, à découper des petits cartons pour essayer de voir comment tout ça changeait, mais il était très difficile d'avoir une sorte de vision d'ensemble, puis d'être capable de voir comme ça certaines des transformations, certaines des anomalies aussi, comme ce lot là, qui demeure en des mains privées jusqu'à la fin, alors que la visualisation des données a permis de faire ça de manière assez frappante, à mon avis. Est-ce que ta recherche va se limiter à ce quadrilatère ou si tu prévois répliquer pour d'autres quadrilatères de Square Mile? Ben pour le moment, oui, ça se limiterait à ça. Il faut dire que le projet a un long historique. Hein. Il a pris naissance comme un projet postdoctoral il y a très, très longtemps, qui a été heureusement, entre guillemets, suspendu par mon embauche à l'Université de Sherbrooke. Et ça m'a pris un certain temps là, pour y revenir, puis le peaufiner, le finaliser. La question que je me poserais, si je devais le revisiter, ce serait de voir dans quelle mesure ce que je trouverais serait radicalement différent de ce que j'ai vu ici. Je pense que s'il y aurait je soupçonne que les quadrilatères environnants, il va y avoir des variations en termes de scénario, disons, mais je soupçonne qu'on va voir venir à peu près au même moment des acteurs corporatifs qui vont voir à peu près, hein, on le voyait dans les photos aériennes tout à l'heure, comment le secteur se transforme très, très rapidement, là, vraiment, au fil des années 60, c'est saisissant à quelle vitesse les démolitions, les reconstructions donc, se déroulent. Je soupçonne qu'on trouverait des choses similaires. Ce serait peut-être plus intéressant de comparer, d'aller faire le même exercice
pour quelques lots du haut Square Mile, au-delà justement du récit de la maison Van Horn, etc., peut-être de suivre comment les choses se passent de ce côté-là. Je connais en détail ce qui s'est passé pour la maison Van Horn avec le promoteur, là, c'est David Azrieli, si je me souviens bien, mais je serais curieux de voir d'autres cas comme ça sur la rue Sherbrooke, puis au nord, comment ça s'est passé. Encore une fois, au-delà de la question patrimoniale, de comprendre qui sont les gens qui vendent, qui se défendent de ces maisons-là. Je soupçonne que ça doit être généralement, et si je me souviens bien, c'était le cas de la maison Van Horn, ce sont des héritiers qui ne sont pas intéressés à préserver ces maisons-là, à les habiter. Donc, on les transforme en occasion d'affaires quand même assez mais ma perception, moi, c'est qu'il y a peut-être plus de variété que tu penses. J'ai eu l'occasion de travailler sur le quadrilatère de Place Ville-Marie. Alors là, les interventions se font beaucoup plus tôt, sont liées au chemin de fer. Il y en a une partie qui se fait dès le début du 20e siècle, une autre partie à la fin des années 20, quand il y a l'agrandissement de la gare, une troisième partie qui va amener l'élimination du club. Le Saint-Stéphane. Au moment de la construction de Place Ville-Marie. Donc, il y a plusieurs parties. Puis, quand j'ai étudié aussi la rue Sainte-Catherine, on voit des transformations beaucoup plus tôt. Là. Le résidentiel disparaît beaucoup plus vite de la rue Sainte-Catherine. Il y a des restructurations avec l'arrivée des grands magasins. Alors, c'est une toute autre dynamique que celle des immeubles d'après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense qu'il faut tenir compte de cette variété. Examiner d'autres quadrilatères ne donnera pas nécessairement une répétition de ce que tu viens de voir. Oui, effectivement, surtout donc, que les rythmes différents aussi. Oui, mais les rythmes, puis comme vous le soulignez bien, la présence d'acteurs institutionnels puis entrepreneurs corporatifs différents. Et ici, on sent un peu l'influence de McGill. Ailleurs, ça va être effectivement les compagnies ferroviaires. Je serais effectivement curieux de voir deux choses, en fait, de voir qui sont les autres acteurs corporatifs. Quand j'ai vu Eaton débarquer dans le secteur, quand j'ai revisité mes sources, depuis ce temps-là, j'avais eu l'occasion de lire la thèse de Daniel Ross et là, je comprenais mieux que l'échec du projet ici était lié à l'échec du projet à Toronto, d'un projet similaire et qui informait quelles étaient les ambitions. Donc, il y a aussi cet aspect un peu de comparaison, puis d'acteurs qui travaillent, des acteurs corporatifs qui ne travaillent pas dans une seule ville, hein, qui ont des projets ici et là. Puis, il y aura probablement quelque chose à faire aussi dans les journaux sur l'analyse des discours de ces promoteurs-là. Justement, j'ai été frappé, justement, dans le cas de la place Ville-Marie, il y a déjà ce discours de modernité. C'est le progrès qui est en marche. On transforme le vieux centre-ville de Montréal en quelque chose de neuf. Et les promoteurs du projet que j'ai trouvé ici sont beaucoup dans ce discours-là. C'est la prolongation de ce qu'a inauguré à leurs yeux la place Ville-Marie. Et je soupçonne qu'on verrait des discours similaires à mesure que des nouveaux promoteurs débarquent dans le paysage et veulent, dans le fond, faire la même chose, consolider des lots, puis moderniser le secteur. Donc, il y aurait probablement quelque chose d'intéressant à faire. C'est sur l'ensemble des discours qui se déploient à ce moment-là, comment aussi la Ville de Montréal y contribue, puisqu'en théorie, elle se présente comme une alliée enthousiaste donc, de cette transformation-là. Est-ce qu'on a des questions, Véronique? Oui, ben, il y a Kim Petit qui s'est joint à nous, mais avant, il y a une question de Lipa Dugas qui te remercie, Harold, pour ton excellente présentation, puis qui pose la question suivante. Pouvez-vous nous parler un peu du Mount Stephen Club, ce qui a permis sa préservation et si on peut dire qu'elle a été préservée pour le récent développement? On parle du Mount Stephen qui a été détruit pour la place Ville-Marie? Non. Celui qui vient d'être intégré à un hôtel là, sur la rue de Drummond. Ah oui. Je ne pourrais pas en parler en détail. Je pourrais parler de leur importance de ces clubs-là donc comme lieu de rassemblement et en quelque sorte comme quand on parle de la persistance du Golden Square Mile et de ce qu'il représentait, d'une certaine manière, ce sont des institutions qui sont bien placées pour y survivre, comme le St. James également. Donc, c'était des lieux d'une sociabilité d'affaires extrêmement importante à l'époque. Et comment dire, alors que c'est beaucoup dans la dynamique de la sururbanisation, les élites qui quittent la ville, mais qui continuent à fréquenter ces institutions. On va beaucoup le voir avec les élites anglo-protestantes qui sont bien prêtes
à renoncer à la fonction résidentielle du secteur et de se déplacer vers des banlieues plus modernes, plus à leur goût. Mais ces clubs sociaux-là demeurent des institutions qui, à leurs yeux, sont plus urbaines que suburbaines et vont, en quelque sorte, le fait qu'on veut les préserver et justement qu'on s'inquiète autant des démolitions qui risquent de découler de Place Ville-Marie bien avant la destruction de la maison Van Hoym. Je pense que ça témoigne de ça, du fait qu'on est prêt à renoncer à la vocation résidentielle du 1000 carrés, mais pas à sa vocation de sociabilité. C'est à la fois le campus de McGill, mais c'est à la fois ces clubs sociaux qui jouent un rôle majeur pour les élites économiques anglo-protestantes. Donc, je dirais d'une certaine manière qu'ils sont pas... ces clubs-là ne sont pas nécessairement immunisés au risque de démolition et tout ça, mais contrairement aux résidences pour lesquelles, je pense, la plupart des habitants, personne ne veut monter aux barricades à ce moment-là pour les protéger. On veut sortir de ce secteur-là et le faire de manière profitable autant que possible, même si je suis sûr qu'il y a des gens qui auraient voulu peut-être continuer à y habiter, mais je soupçonne que c'est plus l'exception de la règle. Au contraire, les clubs sont des endroits qu'on va vouloir protéger. Il y a un consensus puisque eux, on veut les maintenir, on veut maintenir leur position centrale dans la ville et d'une certaine manière, le déplacement du centre-ville est même plus en valeur, puisque tout à coup, l'activité, en fait, le Central Business District se rapproche, dans le fond, de ces clubs sociaux qui ont une fonction, à la limite, plus économique que sociale. Non. On a Kim qui peut intervenir, oui. Oui, bien, je ne veux pas prendre beaucoup de temps, là. C'était pour me faire écho à la cartographie, puisque Harold en a fait le souligner. L'autre chose, ben, c'est beaucoup plus Laura Barreto qui a travaillé que moi sur le projet, mais Laura est un peu plus discrète que moi. Puis aussi, je voulais souligner que Juliette Gilles, qui était une étudiante qui travaillait avec nous, a aussi beaucoup travaillé sur la dernière version de l'application. Ce que je voulais dire sur le processus de travail de cartographie qui a eu lieu pour cette application-là, premièrement, c'est que c'est un des premiers projets qu'on a fait avec Schéma, la plateforme du labo. Puis l'application, elle a beaucoup évolué dans le temps parce qu'on n'avait pas nécessairement les mêmes outils et les mêmes connaissances au départ que qu'est-ce qu'on avait dans la dernière version qu'on a faite l'été passé, je crois. L'autre chose, c'est travailler avec Harold. C'est vraiment, vraiment le fun. parce que Harold, il s'implique beaucoup dans le projet de cartographie. Il ne nous a pas juste donné ses données, puis essayez donc de faire ce que vous pouvez, là. On a vraiment travaillé avec lui, puis ça a été bien. Puis je trouve aussi que ça a permis de montrer que il y avait une réflexion quand on faisait une application cartographique, qu'on ne pouvait pas juste lancer les données. Il fallait vraiment réfléchir aux besoins d'Harold, aux questions du chercheur sur quoi elle voulait travailler. J'ai trouvé justement que Laura a été vraiment bien là, pour réfléchir aux visualisations, à comment les données pouvaient être présentées, parce que ce n'était pas évident là, quand Harold a fait sa base de données. Oui, il a pris le temps de mettre de la géolocalisation, mais je ne pense pas que c'était sa première idée. Donc, la créativité de Laura a été nécessaire. Donc, c'est juste ça que je voulais dire, puis que c'est le fun parce que ça permettait de souligner les talents des professionnels de recherche et des étudiants qui n'étaient pas nécessairement toujours à l'avant-plan. Puis aussi, la bonne collaboration des chercheurs. C'était mon commentaire. Ce que Kim ne mentionne pas, c'est à quel point j'étais désespéré d'avoir de l'aide. C'était comme une bouée pour moi dans la tempête. Oh, tant mieux, tant mieux. La tempête des données. Bon, merci beaucoup. Alors, Véronica, est-ce qu'on a d'autres questions? Il y avait plus un commentaire qui peut-être peut mener à une question ou une réflexion, mais ça venait de Stephen High qui te remerciait évidemment, puis qui mentionnait, c'est intéressant que les vieilles maisons de la bourgeoisie en bas sur la rue Saint-Antoine, là, donc j'imagine plus au sud, étaient divisées et occupées dans les années 20 par la communauté noire anglophone, mais pas dans le Square Mile. Oui, j'ai quand même trouvé, j'essaie de me souvenir, il y a quand même un certain nombre, il y a des synagogues, en tout cas, le quartier, j'ai pas eu le temps de rentrer là-dedans, mais j'ai été surpris à quel point, justement, je suis allé examiner les plans d'assurance incendie avant la guerre, après la guerre, pour quand même essayer de voir, quand la guerre commence, qui habite encore le quartier, de quoi ça a l'air avant que les acteurs corporatifs arrivent, et on a affaire vraiment
on est encore dans un milieu élitaire, mais c'est un milieu élitaire vraiment, il y a une sorte de mixité de l'utilisation des édifices qui est quand même assez intrigante. C'est-à-dire que clairement, il y a des étudiants qui logent là, il y a une synagogue qui y est pendant un petit bout de temps, il y a toutes sortes de trucs là, qui se succèdent, qui suggèrent quand même une certaine mixité. Je ne pense pas que la mixité ethnique était très importante, on s'entend, mais il y a même une buanderie chinoise qui s'y installe. Mais donc, il y a une mixité quand même des utilisations qui est grande, puis le secteur se transforme très rapidement durant les années qui vont de la fin de la guerre jusqu'à l'arrivée des acteurs corporatifs. Donc, on a encore quelques habitants qui sont des cols blancs, des choses comme ça. L'archevêque Charbonneau va y demeurer brièvement, si je me souviens bien, à un moment donné. Mais effectivement, là, donc à mesure qu'on approche des démolitions, on est de moins en moins dans un espace qu'on pourrait qualifier d'élitaire. Merci beaucoup, Harold, pour cette présentation très intéressante. On arrive à la fin de notre heure consacrée au midi du laboratoire. Et je veux vous informer qu'il y en aura un autre midi du laboratoire avant la pause de l'été. Ça sera dans un mois, jeudi le 27 mai. Et c'est Alain Joly de Parc Canada, qui est aussi un des chercheurs du laboratoire, qui va nous présenter quelque chose qu'il va intituler « Comprendre et visualiser le passé portuaire du canal de la Chine de 1880 à 1964 ». Alors, c'est un autre projet dans lequel le laboratoire a été impliqué pendant plusieurs années. Il y a des étudiants qui ont été associés à cette recherche-là. Et ce sera vraiment intéressant de voir ce qu'avec le recul, Alain Joly est capable de dégager sur cette histoire-là. Alors, il n'y a pas d'autres questions, Véronica? Non. Si je peux me permettre, j'ai mis dans le clavardage, là, qui va par contre disparaître du moment où les participants se retirent de la conversation, mais j'ai mis les liens vers l'application Schéma, donc vous pouvez voir ça. Ensuite, il y a aussi vers plus largement la fiche projet sur notre site web. Puis en dernier lien, là, je sais que ça fait plusieurs liens, mais il y a le lien qui va vous mener là, aux informations sur la prochaine conférence dont vient de parler M. Linteau. Donc, l'ensemble de nos activités. Puis vous pouvez nous suivre aussi sur le site web, le Facebook et l'infolettre. Donc voilà, merci pour votre participation. Bon, merci à tout le monde et à la prochaine.